suivant que nous voulons aborder ici, dans cette émission panoramique, nous conduit assez rapidement vers, je vous le dis dans la foulée, le second sujet nous conduit rapidement vers les commissions électorales supprimées dans l'AES. Un message au chantage démocratique. Le Mali a suspendu la commission électorale. La même décision a été prise au Burkina Faso et je pense aussi au Niger. Et dans tous les médias de la France-Afrique, c'était la levée des boucliers. Oh, l'assassinat de la démocratie. Oh, c'est fini, c'est mort. La dictature est installée au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ah, on ne peut plus s'exprimer. Ah, c'est fini. Oh, ils ont tué les élections. Il n'y aura plus d'élections. On est même allé plus loin en disant que voilà, les opposants, les panafricanistes qui se plaignent des dictateurs, qui fraudent les élections, les voilà en train de soutenir Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani qui mettent fin à toute perspective d'élection et qui s'installent ad vitam aeternam au pays. Ah, voilà, les voilà. Et puis on a fait sortir les petits cocoricots, les petits serviteurs de l'esprit cocorico, qui en arrière-fond sont venus dans les petits commentaires. Voilà, il faut parler. Vous qui défendez la liberté d'expression, voilà, est-ce qu'on peut parler au Mali? Est-ce qu'on peut parler au Burkina? Est-ce qu'on peut parler au Niger? Regardez comment les prisons, il y a des gens qui sont en prison. Pensez à eux. Ouais. Ok, d'accord. Examinons le problème. D'abord, d'où vient le principe électoral? Puisque nous discutons du principe électoral. Le principe électoral, tel que vous le connaissez aujourd'hui, n'a pas toujours existé sur la Terre. Lorsque les Occidentaux ont conçu leur première démocratie, à Athènes, notamment en Grèce, les Occidentaux utilisaient un mode d'élection qui a presque disparu aujourd'hui. On prenait le nom de chacun des hommes en capacité de gouverner la cité, d'être magistrat. On le mettait à l'intérieur d'une urne. On remuait les boules qui portaient le nom de chacun des citoyens. Et on tirait au sort, on tirait par hasard le nom de ceux qui allaient être magistrats de la cité pendant une durée déterminée. Par exemple, si nous habitions la ville de Yabassi au Cameroun, chez les Grecs dans l'Antiquité, on prendrait tous les noms des hommes. On ne prenait pas les noms des femmes, on ne prenait pas le nom des esclaves, on ne prenait pas le nom des étrangers. Il faut déjà que ce soit clair. Chez les Grecs de l'Antiquité, on prenait le nom de tous les hommes dits, donc libres, en âge de gouverner, en capacité de gouverner, et on les mélangeait dans une urne, et puis on tirait au sort les noms de ceux qui seraient les magistrats de la cité pendant 5 ans. De telle façon que, imaginons que Yabassi soit une ville grecque. S'il y avait 5000 hommes en capacité de gouverner dans la ville de Yabassi, leurs noms sont jetés dans une espèce de grande calebasse, et comme on a besoin d'avoir 10 personnes qui sont les gouvernants de Yabassi, on tire au hasard, on envoie même un enfant avec un bandeau sur les yeux. L'enfant tire au hasard 10 noms. Et ce sont ces 10 personnes-là qui, pendant 5 ans, vont être les magistrats et assurer les principales fonctions de direction de Yabassi. Et ce sont ces personnes qui vont choisir leurs collaborateurs. C'est ce qu'on a appelé la démocratie athénienne. Donc aujourd'hui, le monde entier connaît essentiellement l'élection sous une forme qui est apparue autour du 17e, 18e, 19e siècle. L'élection de partis, l'élection de candidats, l'élection par campagne. Mais cette élection de partis, de candidats et de campagne a été inventée par la bourgeoisie occidentale, qui, ayant pour ambition de renverser la monarchie, parce que la monarchie consiste à transmettre le pouvoir politique par la voie héréditaire, par le sang, ces bourgeois ont inventé une règle de compétition entre eux. Mais qui les avantage? C'est l'élection représentative, la délégation de pouvoir par le vote. Cette élection représentative, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle consiste à choisir un homme ou un parti ou un groupe d'hommes après une campagne lors de laquelle cet homme, ce parti ou ce groupe d'hommes ont rivalisé en proposition avec d'autres partis, d'autres groupes d'hommes. C'est ce qu'on appelle le pluralisme politique. Et à l'issue de cette campagne, les citoyens en âge de voter sont donc tous convoqués
pour aller choisir parmi les hommes en compétition celui dont le programme leur agrée et auquel ils accordent provisoirement la direction de la communauté politique. Or, il est important que vous observiez que l'élection sous la forme de la délégation de pouvoir, pas sous la forme du tirage au sort, elle a un inconvénient et même plusieurs. Premier inconvénient, elle est réservée à ceux qui maîtrisent l'art oratoire. Pour convaincre les foules, pour convaincre les citoyens, il faut savoir parler, savoir argumenter. Vous pouvez avoir raison, mais si vous ne savez pas parler, vous n'allez pas convaincre les gens de voter pour vous. L'élection représentative est réservée à ceux qui ont les moyens de battre campagne. Ils ont un parti politique, ils ont des financements, ils sont capables de payer des déplacements, ils sont capables de payer des passages télé, des passages radio, ils sont capables de payer des rave parties, ils sont capables de payer des crush parties, ils sont capables de payer des concerts géants, ils sont capables d'organiser des meetings. Tout cela demande de l'argent. Et du coup, en fait, le processus électoral exclut ceux qui n'ont pas l'argent de la compétition politique. Parce que si tu n'as pas d'argent pour battre campagne, si tu n'es pas capable d'être financé par tes partisans pour battre campagne, tu ne peux pas gagner d'élection. Donc, le critère économique est un critère qui discrimine. Mais il y a un troisième critère dans cette affaire, c'est que l'élection suppose une connaissance des institutions existantes. Donc, un certain niveau de culture qui, certes, en partie est acquis par l'école, mais qui doit être aussi acquis par l'expérience et la pratique. Ceux qui n'ont pas fait de bonnes études, et notamment qui n'ont pas une formation en sciences politiques, en philosophie politique, en droit, ils ne sont pas avantagés par rapport à ceux qui le sont dans la compétition politique. Ceux, par exemple, qui ne maîtrisent rien à l'économie politique auront beaucoup de mal. Donc, voilà un troisième élément d'exclusion. Quand vous n'avez pas les compétences intellectuelles pour comprendre l'organisation du politique, vous ne pouvez pas gouverner. Et on n'aura pas tendance à vous accorder la confiance. Donc, voilà enfin un quatrième élément qui joue dans cette affaire, c'est que des puissances étrangères peuvent influencer une élection. Elles peuvent choisir de soutenir tel ou tel candidat, en le finançant directement ou indirectement, ou en le favorisant à travers leurs médias. Bref, l'étranger peut influencer l'élection par vote, l'élection représentative, alors que l'étranger ne peut pas influencer le tirage au sort. Voilà 4 raisons pour lesquelles le mécanisme qu'on appelle aujourd'hui les élections est un mécanisme très fragile. Il n'est pas toujours l'expression véritable de la souveraineté populaire. Parce que cette souveraineté est souvent capturée par ceux qui possèdent les moyens économiques, médiatiques, intellectuels, capturée par ceux qui possèdent des alliances internes et extérieures, au détriment de ceux qui ne les ont pas. Ce n'est donc pas une compétition nécessairement égalitaire, les élections. Pour en venir au cas du Sahel, on veut que le Sahel aille aux élections en même temps qu'on finance des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique pour attaquer le Sahel, en même temps qu'on finance des rébellions au Burkina Faso, au Niger et au Mali pour faire tomber le gouvernement central. Écoutez bien, ce sont les puissances de l'OTAN qui ont envoyé les organisations terroristes au Sahel. Ce sont ces puissances qui sont derrière l'essentiel des mouvements de rébellion, notamment les néocolonialistes français. Mais ce sont les mêmes puissances qui exigent qu'il y ait des élections. Elles veulent, ces puissances, qu'il y ait des élections dans des conditions jamais idéales, pour que le pouvoir qui sera issu des élections soit toujours contesté. Parce que telle ou telle partie du pays pourra toujours dire « ça ne s'est pas correctement déroulé dans ma zone, je ne reconnais pas ce gouvernement ». Dans le cas, pour prendre le cas du Mali, ou le cas du Niger ou du Burkina, la même puissance néocolonialiste française qui est derrière les mouvements sécessionnistes du nord du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, elle a même avoir exigé à chaque fois la tenue obligatoire d'élections parce que ces élections étaient de nature à entériner des pouvoirs fragiles sur lesquels elle aurait un contrôle. C'est dans ces conditions que Ibrahim Boubacar Keïta arrive au pouvoir au Mali. C'est dans ces conditions que Roch Marc Christian Kaboré arrive au pouvoir au Burkina. C'est dans ces conditions que Mohamed Bazoum arrive au pouvoir au Niger. Des conditions de fragilité du pays, attaquées par les terroristes, soutenus par l'OTAN et par notamment le néocolonialisme français. Donc en fait, les élections dans ces conditions sont des pièges à cons. Ce sont des rituels déjà fraudés d'avance. Parce que le pouvoir central a toute carte blanche pour les truquer.
puisqu'il sait qu'il les a truqués, puisqu'il sait que telle partie du pays peut dire « ça ne s'est pas passé sur mon territoire », telle autre partie du pays peut dire « ça ne s'est pas passé sur mon territoire », tel autre groupe de rebelles peut dire « ça ne s'est pas passé chez nous », puisque c'est cela la situation, le pouvoir issu de ces élections france-africaines est toujours un pouvoir illégitime. C'est un pouvoir fragile, c'est un pouvoir creux, c'est un pouvoir nul. Il est contesté par des formations politiques qui n'ont pas participé à l'arnaque. Il est contesté par les rébellions instrumentalisées par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Ce pouvoir est contesté par des groupes entiers de la classe politique qui disent de toutes les façons, on n'a pas été associé à cette affaire, on ne vous reconnaît pas comme légal et comme légitime. Or, la France-Afrique a toujours voulu de processus électoraux frauduleux. Parce que ceux-ci lui permettent d'avoir une monnaie de chantage sur les dirigeants mal élus. Je vous donne un exemple auquel vous avez assisté à Mondovision. C'est Emmanuel Macron tournant le président congolais Félix Tshisekedi en bourrique, en plein Kinshasa, en pleine visite officielle. Devant les journalistes, il dit à Félix Tshisekedi qu'il a été élu par compromis, par consensus. Et que ce consensus a été, ce compromis à l'africaine, a été organisé par la France. Voilà ce qu'Emmanuel Macron, président français, a dit à Félix Tshisekedi qui pour une fois a eu des couilles et a pété un câble en direct pour contredire Emmanuel Macron et dire que cette manière de parler des affaires africaines était insupportable, c'était plein de condescendance. Pourtant, Macron n'a pas menti pour une fois. Sur le coup, il n'avait pas menti. En effet, Tshisekedi a été imposé à la tête de la République du Congo au prix d'un arrangement parrainé par les puissances néocolonialistes occidentales, impérialistes occidentales, et par le petit impérialisme rwandais. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et ils l'ont fait arriver au pouvoir dans ces conditions, dans l'espoir de le contrôler. Dans l'espoir de gouverner à travers lui. Donc c'est de la même façon qu'on a fait arriver, tout naturellement, eh bien, Ibeka au Mali, qu'on a fait arriver Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina, dans des pays déstabilisés, qu'on a fait arriver Mohamed Bazoum au Niger, en sachant qu'on va les contrôler. Parce que s'ils essayent de hausser le ton, on va leur dire, écoutez, c'est quand même un arrangement qui vous a permis d'arriver là, faites gaffe. Hein. Vous savez, la France est gentille, mais il y a des limites. Hein. Vous savez, vous nous devez le pouvoir. C'est ce qu'Emmanuel Macron, président français, a dit en face au président congolais. Et si vous regardez bien les élections qui ont eu lieu au Mali, elles étaient préemptées par François Hollande. Les élections qui ont eu lieu au Burkina, elles étaient préemptées par François Hollande. Hollande est parti quelque temps avant la fin de l'élection burkinabé, celle de Roch-Marc Christian Kaboré. Les élections qui ont eu lieu au Niger, elles étaient préemptées par Macron et Le Drian. Ils avaient déjà annoncé le résultat avant même que l'élection se soit tenue. Donc, pourquoi je fais ce raisonnement? Je fais ce raisonnement pour attirer votre attention sur le mauvais usage des élections dans le précaré du néocolonialisme français en Afrique. D'abord, les colons français n'ont jamais organisé d'élections transparentes, équitables. Ils ont toujours fraudé aux élections pour imposer à la tête de leur colonie ou de leur territoire sur tutelle des Africains qui ne voulaient pas l'indépendance réelle de leur propre pays. D'accord, premièrement. Ensuite, ils ont imposé à la tête des pays africains des vassaux, truqueurs d'élections, violeurs de constitution, fraudeurs de cours constitutionnels, et qui se sont maintenus abusivement au pouvoir depuis les années 60, ne tombant qu'à l'issue de coups d'État, derrière lesquels parfois on trouve même les services français, lorsque ceux-ci veulent changer, pour ainsi dire, de cheval. Prenez le cas du Cameroun. C'est l'armée française qui organise et qui mène la guerre d'extermination de plus d'1 million de Camerounais pour imposer à la tête du Cameroun Amadou Ahidjo et Paul Biya, qui sont des ennemis de l'indépendance camerounaise et qui ont été aux côtés des colons français pour massacrer leurs propres compatriotes. Et vous pouvez reproduire ce schéma partout. Ils ont imposé partout où ils le pouvaient des dirigeants qui n'ont pas été régulièrement élus. Ils les ont félicités tous les 5 ans qu'ils faisaient des mascarades électorales. Et ils ont appelé cela, notamment à partir des années 90, démocratie. Cela ne mérite pas le nom de démocratie. Nous avons créé un concept pour cela. Nous avons placé une lettre N entre la lettre O et la lettre C du mot démocratie. Et on obtient une réalité qui correspond à la moribonderie qu'on observe en Afrique dite francophone. C'est la démocratie, le pouvoir des démons. Qu'est-ce que j'entends par démocratie?
c'est le fait qu'on a un régime qui singe la démocratie représentative occidentale, encore que celle-ci elle-même n'est pas un régime parfait. On va singer la démocratie représentative occidentale et on va pratiquer réellement la pire des dictatures. On va faire semblant d'être là par les élections, mais on va frauder toutes les élections. On va faire semblant d'être là au nom de la Constitution, mais on va tripatouiller toutes les constitutions. On va faire semblant d'être là au nom de l'état de droit, mais on va trifouiller dans le droit. On va faire semblant d'être là au service du peuple et du progrès social, mais on va fossoyer ce peuple, l'appauvrir, l'essorer comme un vieux drap pressé jusqu'à la dernière goutte d'eau. Il sera sec même avant d'être séché. La démocrature. Le pouvoir des démons, la démocratie, le pouvoir des démons. C'est ce pouvoir-là qui règne au Cameroun, mon pays natal. C'est ce pouvoir-là qui règne en Côte d'Ivoire. C'est ce pouvoir-là qui règne au Congo. C'est ce pouvoir-là qui règne au Gabon. C'est ce pouvoir démocratique qui tient le Togo depuis les années 60. Démocratique. On n'organise jamais de vraies élections. C'est ce pouvoir qui s'est installé au Bénin. C'est ce pouvoir qui peine à mourir au Sénégal. La démocratie. Le pouvoir des démons. Pendant longtemps, c'est ce pouvoir qui s'est installé au Tchad. La démocratie. C'est-à-dire, on utilise des concepts apparemment flatteurs. On utilise des concepts. C'est ce pouvoir qui s'est installé en Guinée-Conakry. On utilise des concepts apparemment flatteurs, apparemment intéressants. On a presque l'impression d'être dans un débat politique à Paris ou à Washington ou à Genève quand on les entend parler à la télé. Mais quand on se cache pour savoir la réalité dont ils parlent, on se rend compte que c'est exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Ils parlent en réalité de milliards volés. Ils parlent d'urnes bourrées. Ils parlent de peuples spoliés. Ils parlent de verdicts truqués. Ils parlent non pas d'élections, mais de pourri-élections. J'ai créé cette année 2025, le concept de pourri-élection. La pseudo-élection en démocratie. C'est une élection où les listes électorales ne sont pas claires. Une élection où la commission électorale est aux ordres du tyran. Une élection où le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, sont au service du tyran. Une élection où les médias d'État sont confisqués par le tyran. Les régies financières de l'État sont confisquées par le tyran. Le résultat est écrit d'avance. Tous ceux qui participent sont des figurants, des opposants figurants. Tous ceux qui participent sont des marmailleurs, au sens de la langue populaire ivoirienne. Dans ces conditions. La pourri-élection, l'élection pourrie. J'ai introduit ces deux concepts. Démocratie, pouvoir des démons. Ça, je me suis inspiré du grand Fela à Nicolas Pokuti. Lui, il disait démon crazy. C'est-à-dire que le pouvoir des démons fous. Mais pour le concept de pour-élection, je l'ai produit en collant les mots pourri et élection. Ça donne pour-élection. Voilà la réalité. Donc maintenant, pourquoi les révolutionnaires sahéliens ont-ils raison de suspendre ces commissions électorales? Parce qu'elles ne servent à rien. Dans un contexte où on est en guerre contre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et ses suppôts internes. Tant que le terrorisme n'a pas été suffisamment amenuisé, réduit à sa plus simple expression au Sahel, il ne faut pas organiser d'élections. Il ne faut pas organiser d'élections dans ces conditions. Il faut mettre en place justement des méthodes gouvernementales alternatives. C'est le cas des transitions. Les transitions qui sont en cours au Mali, au Burkina Faso ou au Niger sont des réponses à l'instabilité institutionnelle imposée par la guerre de recolonisation du continent africain déguisée derrière les organisations terroristes à apparence religieuse, mais en réalité mercenaires de l'OTAN. Ça, c'est la première raison. Tant que vous nous attaquez, notamment donc dans tout le Sahel, avec des hordes armées de drones, armées de toutes sortes d'armes de guerre, renseignées par vos satellites, tant que vous nous imposez cette guerre de grande et haute intensité, comme l'a dit le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas élection. Il y aura élection quand vous aurez été copieusement vaincu et découragé, quand vous allez nous laisser tranquilles.
au Sahel. Ça, c'est un. Mais il y a une deuxième raison. Pour qu'il y ait élection, mais il faut élever la condition de la population pour permettre aux fils et aux filles de toutes les couches du pays qui ont des ambitions de servir leur pays de participer à la compétition. C'est trop facile d'organiser les élections dans un contexte où 80% de la population du pays est appauvrie et ne peut pas participer à la compétition. Vous appauvrissez les autres et vous organisez les élections pour gagner dans leur dos. Vous avez vu, regardez par exemple le coût des cautions pour être candidat aux élections dans tous ces pays-là. Mais c'est la folie. On vous dit par exemple au Cameroun, il faut que tu donnes 30 millions de CFA de caution pour être candidat. Mais rien que ce critère, il faut 30 millions pour être candidat. Mais il exclut presque 100% du peuple camerounais. Combien de Camerounais peuvent se séparer, d'abord détenir, avoir 30 millions dans leur compte bancaire et accepter de s'en séparer pour une élection dont ils savent d'ailleurs qu'elle est truquée d'avance? Combien? Quand je vous dis que les 12 là, qui sont soi-disant candidats au Cameroun, sont des figurants. Parce que même l'argent qu'ils ont déposé, on leur a donné. Et on va reprendre. Ce sont des figurants. C'est des plaisantins. Il n'y a pas un là qui soit sérieusement candidat à quoi que ce soit. Même Biya lui-même, il n'a pas jugé bon de payer. Il y a un de ces prisonniers qui s'est amusé à sortir 40 millions de CFA pour financer sa candidature. C'est très marrant. Le type qui pille l'État du Cameroun depuis 1961, qui s'en met plein la fouine, qui s'en met plein les poches, on paye sa caution pour lui. Alors que la plupart des Camerounais meurent sans avoir possédé 1 million de francs CFA toute leur vie durant. Oui! L'écrasante majorité des Africains meurent sans avoir possédé à la fois 1 million de CFA dans toute leur vie. Et vous dites que pour être candidat à la présidence du pays, il faut déposer une caution de 30 millions. Vous voyez? Donc, la deuxième raison pour laquelle on doit repenser complètement ces mécanismes électoraux, c'est que ce sont des mécanismes de reproduction des élites. Ce sont des mécanismes radicalement antipopulaires. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on doit repenser la question électorale. Mais il y a une troisième raison. On doit tout faire pour empêcher que les élections soient influencées par des puissances extérieures, des puissances étrangères. Dans la situation actuelle des systèmes électoraux africains, aucun n'est à l'abri des puissances étrangères. D'ailleurs, plusieurs pays africains sont incapables de financer aujourd'hui leurs propres élections. Il leur faut aller emprunter de l'argent à la Banque mondiale, à l'Union européenne, aller emprunter de l'argent au FMI pour organiser les élections. Mais on sait très bien que c'est celui qui paye qui commande. Si un peuple ne paye pas lui-même pour ses élections, qu'il ne s'étonne pas que ceux qui ont payé pour ces élections lui commandent. Je recommence. C'est celui qui paye qui commande. Un peuple ne peut pas s'amuser à ne pas payer pour ses propres élections et s'étonner que le FMI, la Banque mondiale, viennent imposer les programmes politiques à ces peuples-là par la suite. Vous comprenez? On ne peut pas, d'une part, ne pas payer pour ces élections et d'autre part s'étonner que ceux qui ont payé viennent commander. Toutes les élections qui ont provoqué des crises électorales, préélectorales et post-électorales, entre les années 90 et le début des années 2000 en Afrique, vous avez remarqué, elles étaient financées par le FMI, la Banque mondiale. Elles étaient financées par le Club de Paris, le Club de Londres. Mais tous ces gens-là, quand ils financent, ils imposent leurs candidats. L'un des secrets de la crise post-électorale ivoirienne, c'est que le candidat qui avait été financé par la jet set internationale occidentale était forclos, il avait été rejeté à l'issue du premier tour de l'élection. Et Alassane Dramane Ouattara était en difficulté. Étant en difficulté, ses maîtres l'ont aidé à utiliser la force. Parce que s'il avait écouté le premier verdict de la Cour constitutionnelle ivoirienne, il n'y aurait pas eu de crise électorale en Côte d'Ivoire. Il aurait juste accepté qu'il a perdu. Mais ceux qui ont payé pour que Ouattara vienne en Côte d'Ivoire prendre le pouvoir, ils n'ont pas accepté le résultat. Partout où ils payent, ils imposent leur résultat. Ils ont payé pour que Bazoum soit président et ils ne sont pas contents que Bazoum tombe. Ils ont payé pour que Biya succède à Mitterrand et ils ne sont pas prêts à accepter que Biya tombe pendant plusieurs années. Quand ils ont payé pour leur poulain, ils veillent à le protéger. Parce qu'en le protégeant, cela leur permet de récupérer leur ristourne sous forme de multiples rétrocommissions scabreuses dans le dos des peuples. Voilà une troisième raison pour laquelle cette affaire d'élection-là, il faut cesser de la regarder comme un fétiche. Enfin, il y a une quatrième raison.
Il y a une quatrième raison. C'est que, en fait, quand on veut organiser des élections, il faut déjà d'abord s'entendre sur la forme de l'État. L'État africain doit être repensé. On doit se demander à quoi servent nos États. Ils ne doivent pas être des photocopies de la République française, alors même que la République française elle-même est en panne et que les photocopies ne peuvent pas mieux fonctionner que l'original qui ne fonctionne pas bien. Donc on doit d'abord sortir de ce fétichisme des constitutions occidentales. On doit se doter de constitutions véritablement autonomes, de constitutions endogènes, inspirées de notre propre tradition, inspirées des textes de la Mahat, du Manding Kanlikan, des textes de l'Ubuntu. Nos constitutions doivent transpirer notre civilisation. Ce travail n'étant pas fait, il ne faut pas organiser une élection. Il ne faut pas organiser une élection avec une constitution pourrie. Parce que quand tu as un mauvais moule, ton gâteau sera moche. La constitution, c'est le moule des institutions d'un pays. Si elle est mauvaise, le produit, les services que ces institutions rendront aux populations seront mauvais. Donc, il faut des réformes constitutionnelles africaines endogènes avant d'organiser les élections. Voilà pourquoi, pour ma part, les commissions électorales suspendues, c'est une très bonne décision. Parce que ces commissions sont en réalité des agences du vol de la souveraineté des Africains. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont raison de mettre tout cela entre parenthèses et d'aseptiser clairement le pays pour que, lorsque se tiendront des élections, ceux qui seront élus soient strictement les véritables représentants du pays et non des oligarchies fabriquées par le lobbying néocolonialiste et impérialiste. Je vais vous faire remarquer que dans le Sahel, tous ceux qui se plaignent parce que ces commissions sont suspendues sont des gens qui sont financés à partir de la Côte d'Ivoire ou à partir de Paris. Ce sont des gens à qui sont acheminées des mallettes entières de francs CFA pour faire de la politique ou qui sont entretenus dans les pays de la CEDEAO, dans les pays sous l'influence du néocolonialisme français. Et c'est à partir de ces pays-là qu'ils jactent, qu'ils piaillent, qu'ils s'égosillent. Comme si on ne savait pas que derrière la démocratie se cachait la démocratie et que derrière leurs élections pièges à con se cachait en réalité le vol de notre souveraineté. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.